Bonjour les toqués du Tic Tac. Aujourd'hui, nous sommes à la Chaux-de-Fonds, en Suisse. Plus précisément, chez Cartier. Cartier, la manufacture de haute horlogerie, qui est derrière moi là-bas. Et là, pour faire le lancement, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un petit groom, avec le petit chapeau Cartier, et un cadeau dans la main. Pourquoi un cadeau dans la main? Parce qu'aujourd'hui, Cartier nous fait un cadeau fabuleux. Il nous permet de pénétrer dans la maison des métiers d'art, pour que vous puissiez découvrir des techniques ancestrales dont vous n'imaginez même pas l'existence. Allez, venez. Et voilà. Je pousse la porte de la maison des métiers d'art. C'est une ancienne ferme qui a été restaurée et où se trouvent tous les métiers d'art Cartier. Alors avec impatience non dissimulée, je vais monter ces escaliers majestueux pour aller voir des métiers dont j'ignore même l'existence. Devant vos yeux émerveillés, vous avez le tableau des émaux. C'est une sorte de nuancier Pantone, un truc absolument formidable qui permet à l'émailleuse d'aller voir les couleurs que vont rendre les différents pierres concassées avec des grains plus ou moins fins. Ça donne des rendus différents. Là, sur les plaques que j'ai ici, vous avez l'or gris, l'or jaune, et vous voyez des rendus qui n'ont rien à voir. Et regardez sur les plaques, vous avez le côté translucide qui apparaît dans les petits trous. C'est vraiment le nuancier qui sert à la création, au designer et ensuite à l'émailleur pour faire les pièces exceptionnelles. Et ça, vous allez voir tout à l'heure, une chose que personne n'a jamais vue, l'émaillage de la crache qui sera faite sous vos yeux. Parce que c'est quand même une chose extraordinaire. On rentre dans un lieu ultra secret. Devant vos yeux émerveillés, vous allez voir des choses exceptionnelles qui demandent du temps, de la patience et surtout un savoir-faire d'artisan qu'on ne trouve que ici, à la Maison des Métiers d'Art Cartier. Je n'en dis pas plus. Maintenant, venez avec moi, on y va. Vous savez que Cartier est le spécialiste des pendules mystérieuses. Ici, on est dans la maison du mystère. Vous ne verrez que des mains, et c'est ça l'important, parce que ce sont des métiers manuels, d'art, ce sont des artisans et des maîtres, chacun dans leur domaine. Donc vous ne verrez que moi. Mais bon, beau gosse, non? Hein, quand même. Donc j'ai convoqué Monsieur X, vous ne saurez pas qui c'est, pour nous parler déjà des métiers d'art à forte connotation joaillère. Bonjour Monsieur X. Bonjour. C'est quoi ce certi-vibrant? Il n'y a que vous qui faites ça? Oui, exactement. C'est breveté, c'est déposé, ça a été inventé. Donc l'objectif, c'était vraiment de donner un éclat extraordinaire au niveau de la pierre. Dans les certis usuels, on a une pierre qui est statique. Donc là, l'objectif, c'était de faire bouger la pierre. Au moindre mouvement de poignet. Au moindre mouvement de poignet. Et puis même en statique, on a toujours une petite vibration. C'est une montre automatique? C'est une montre automatique, oui. Donc ça veut dire que quand on remue le poignet, non seulement le rotor emmagasine l'énergie nécessaire au fonctionnement du calibre, mais en plus, ça fait des milliers de petites étincelles d'étoiles. C'est juste sublime. Ça capture le moindre rayon de lumière. Exactement. Et alors, ce qui est vraiment beau, c'est qu'en fait, les pierres, elles bougent ensemble. L'onde suit les diamants, on dirait une vague de diamants. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est fait, sans trahir trop de secrets, évidemment? Il y a pas mal de techniques et d'innovations. On a les pierres qui sont posées sur des petits chatons. Elles sont fixées avec une astuce qui est la nôtre. Vous avez bien compris que l'astuce qui est la nôtre, on n'en saura pas plus. J'ai essayé de les travailler au couteau hier soir, mais même moi, j'ai même pas le but de savoir. Et puis, ces petits chatons, ils sont sur des ressorts, dont la fréquence a été bien calculée pour qu'elle soit très agréable au niveau de nos yeux. Il y a eu une assistance par ordinateur pour les calculs, justement, de ces puissances de ressort? On s'aide des dernières technologies digitales pour mettre au point les innovations. Je vous rassure tout de suite, hein, ça, c'est les faux diamants. Hein. Faut pas croire, c'est du verre. Hein. Les vrais, ils sont sur la montre. Et puis, évidemment, on retrouve tout le sertissage à la fois sur la lunette de cette ballon bleue et sur le bracelet. D'ailleurs, je crois que là, c'est un certi-neige, non? Alors non, là, c'est pas un certi-neige, là, c'est une implantation en 4 grains. Je ramène ma science avec mon certi-neige. Non, une implantation en 4 grains. Parce qu'il y a aussi 5 grains, 6 grains. Ça dépend de combien on a de grains qui viennent fermer le diamant. Ah, alors maintenant, on va passer sur une montre que vous avez tous adorée quand vous avez vu l'émission Star Wash avec l'interview de Cyril Vigneron, qui est le CEO de la maison Cartier. Et vous allez voir la montre coussin. Cette montre souple, on se surprenait pendant le Watch and Wonders à tous toucher, on n'osait pas appuyer. Et puis Cyril me disait, mais si, vas-y, appuie plus
fort. Tu peux nous expliquer comment elle est faite? Ouais. Au départ, on part de la poudre d'or. On peut sous-peser, et tu vois que c'est dense. Oh, il y a du lourd là. Et puis là, on sert des nerfs technologies, donc c'est une impression 3D. C'est de l'or qui est imprimé en 3D. Exactement. Et pourquoi il a cette couleur-là? Parce que là, on a utilisé du coup de l'or gris. Et donc là, on est venu faire cette impression. Tu vois, à l'intérieur, on a tous des petits échafauds. Parce qu'en fait, ils nous permettent de sertir les pierres. Donc on vient poser les pierres et effectuer le sertissage. Quand on va couper tous ces petits échafauds, et ben ensuite, elle va devenir souple, sensuelle, comme une cotte de maille. Ça donne une rigidité à l'ensemble qui permet d'avoir la force suffisante pour venir sertir les pierres. Exactement. Et donc là, on a coupé l'ensemble des petits échafauds. Et donc là, on a une autre cotte de maille qui a cette forme de coussin dans laquelle on va venir mettre la boîte. La souplesse est incroyable. Là, on a le côté serti. Exactement. Bon, c'est du serti quoi ça? C'est un serti mystérieux non plus? 4 grains toujours. Et là donc on a le bracelet sur lequel va venir se mettre la lunette souple. Et à l'intérieur, on aura la boîte qui contient le mouvement. Et voilà ce que ça donne. C'est juste sublimissime. Il faut se rendre compte de la maîtrise nécessaire pour les créatifs et pour les maîtres artisans pour pouvoir imaginer ce type de pièce. Ils sont planqués à un autre étage et ils échangent en permanence pour dire tiens j'ai pensé à ça, est-ce que c'est faisable? Et en général, le est-ce que c'est faisable? Il dit non, c'est pas faisable, mais on va s'arranger pour. Et c'est comme ça que des pièces naissent. C'est une spécificité de la maison Cartier qui est au métier d'art ce que la chaîne Franck Sensé est au YouTube horloger. On passe à côté. Alors ça c'est magnifique, là il y a un fermoir sublime. Là. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'évidemment la panthère est l'animal fétiche du bestiaire Cartier, qui en a d'autres aussi, hein, vous allez le voir pendant l'émission. Et là on a une montre exceptionnelle, elle a un fermoir imaginatif, c'est la gueule de la panthère qui va venir emprisonner le fermoir pour capturer la montre autour du poignet. Et cette fois-ci, on change d'orateur et c'est Monsieur Y qui va nous faire la démonstration. Là, Franck, la création a choisi de mettre le fermoir dans la gueule de la panthère. Il y a 2 petits poussoirs à l'extrémité derrière les oreilles. Il y a une mécanique qui ouvre la gueule en fait. Exactement. Quand on presse, on voit que la mâchoire s'ouvre. Et en fait, quand on approche la gueule de la boîte, on a une petite gâchette qui libère la mâchoire. Plus qu'une gâchette, c'est la langue. C'est la langue de la panthère qui vient fermer la gueule sur l'anse de la boîte en quelque sorte. Exactement. Les yeux de la panthère sont en émeraude. Et en plus, c'est très joli parce qu'il y a un cadran champagne qui évidemment vient coordonner, vient en écho de cet or jaune. On a un serti 4 grains. 4 grains, toujours 4 grains. Yeah, je l'ai. Et vous verrez à l'atelier spécifique comment cette panthère est sculptée par la main de l'homme. Et donc, on rajoute les maillons en fonction de la taille du poignet. Exactement. Comme tu peux voir, c'est extrêmement souple. Hein. On a l'impression que c'est une milanaise gros grain. De toute façon, c'est tombé bien, j'ai un grain moi. Donc, allons voir maintenant comment cette tête de panthère est sculptée. Alors là, sur la tête de panthère, vous voyez, alors c'est très simple, les opérations se font dans un ordre très précis. D'abord, la pièce, elle est percée, ensuite le trou est préparé, et ensuite, évidemment, vient le sertissage, où l'on vient enchâsser le petit brillant dans la petite cavité qui lui est destinée. Donc, autant dire que le geste a intérêt à être précis. Il a d'ailleurs un petit écran juste à côté de lui, où il y a le plan. Alors, vous allez voir beaucoup de métiers d'art, vous allez voir beaucoup de techniques. Là, on va parler d'or flammé. Ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. Mais j'ai Monsieur Y, vous avez vu? Hein, pas mal, hein. Monsieur X, Monsieur Z, Monsieur Y. Là, c'est Monsieur Y qui va nous parler de l'or flammé. L'or flammé, c'est une technique qu'on a découvert grâce à un artiste qui produisait des tableaux en or flammé. On a partagé avec lui sa technique. On a envoyé nos artisans en formation chez lui. La technique du métal flammé, c'est de venir faire un changement de couleur à la flamme parce que le métal, il change de couleur suivant les températures de chauffe. Ça veut dire que là, tu as un chalumeau qui est passé par exemple 1 seconde ici et 15 secondes là. En fait, ici, c'est la couleur naturelle. Et si tu chauffes un petit peu, tu peux obtenir cette première couleur, le premier brun, deuxième brun, troisième brun. Le plus chaud, c'est d'aller vers les bleus. Et on utilise ces différents grades de couleurs, du bleu, des bruns, pour arriver à faire ces couleurs sur le cadran. Ça me fait penser avec le bleu à la chauffe que l'on fait sur les aiguilles. Glaive de Cartier. C'est exactement la même technique en fait. Et on ne part que du brun vers le bleu. C'est-à-dire on ne peut pas avoir du rouge, du vert, etc. Là, c'est toute la panelle de couleurs. On a toute la panelle de couleurs. Là, c'est bien, ça fait un dégradé comme un peu un arc-en-ciel. Le point de chauffe doit être microscopique pour venir faire les choses. En fait, c'est à l'œil. C'est en regardant le changement de couleur que l'artisan il sait quand s'arrêter. C'est juste dingo, regardez ça. Et en fait, la particularité qu'on a sur cette montre, c'est que normalement, cette technique se fait sur l'acier. Mais chez Cartier, bien sûr, sur nos cadrans métiers d'art, ils sont toujours en or. Et donc là, on a développé un or spécifique, 18 carats bien sûr, qui lui va s'oxyder et va nous permettre d'avoir ces changements de couleur. Ils inventent des techniques, mais en plus, ils inventent des ors. C'est dingue de réalisme. Un mot sur le serti. Serti baguette.
évidemment. On fera une émission sur les certiques. La différence entre la taille brillant, la taille baguette, la taille poire. Je connais les noms, mais je ne connais pas les différences. On passe sur une autre technique. Là, on arrive sur une des techniques que je préfère parce que je trouve génial l'idée de faire des mini billes d'or qu'on vient positionner. Ça s'appelle la granulation. De granules, en quelque sorte, qu'on vient positionner et qu'après on chauffe pour qu'elles fondent et que ça donne du relief. Et je vais demander toujours à Monsieur Y de venir nous expliquer ce que c'est que cette granulation étrusque. La granulation étrusque, c'est la granulation qui avait été faite par les Étrusques, les ancêtres des Italiens. Ils avaient inventé une technique qui permettait de faire des motifs composés de billes d'or. Et tout le secret est comment arriver à fixer une bille en or sur de l'or sans faire fondre ni l'un ni l'autre. Et les billes sont faites à partir de ces fils d'or? Pour la partie bille en or, on part de fils d'or qu'on coupe et puis à la flamme, on vient chauffer l'or qui va se rétracter et former la bille. Un petit peu comme les gouttes de mercure. Le mercure, ça le fait à température ambiante, l'or, on le chauffe. Et donc de ça, on obtient ça. Des mini-billes, des billes un peu plus grosses? C'est suivant la taille de la découpe. En fait, on obtient un volume de billes et puis ensuite, on a des filtres qui nous permettent de les classifier par taille. Là, le choix créatif a été d'avoir un motif ordonné, c'est-à-dire avec des billes la plus grosse qu'au centre du nez et un dégradé dans la hauteur et dans la taille des billes. Ça donne le volume. Exactement. La particularité de cette pièce, c'est qu'on est sur une technique de repoussée manuelle, c'est-à-dire qu'on vient former le volume en repoussant l'or par derrière sur un métier manuel hyper délicat. En plus, comme c'est bombé, quand tu mets la bille, elle peut glisser et Mais tomber. la difficulté, c'est qu'on n'a jamais une tâche qui est au même endroit et donc toute la fluidité du dégradé de billes est à repenser sur chaque pièce. Donc chaque pièce est unique. Chaque pièce est différente. Ça donne ça. Voilà, regardez tout ça, c'est absolument magnifique. Bon, c'est des pièces d'exception. Croyez pas qu'ils en sortent 10 000 par an. Et après, on arrive à émailler les choses. Voilà, notre volonté, ça a été passer de la granulation qui était monochrome à la couleur. Et pour ça, chez Cartier, qu'est-ce qu'on a comme matériau hyper coloré? C'est nos émaux. C'est là où ils viennent trouver les différentes nuances. Ils viennent choisir la pierre qu'ils vont concasser en quelque sorte. Là, effectivement, on a les pierres concassées en haut. Par contre, pour réussir à faire ces billes d'émail, on est parti du brut et on a dû apprendre les techniques verrières pour arriver à obtenir ces fils. D'accord. Donc là, c'est le fil jaune. On refait la même technique pour être capable d'avoir ces mini-billes en émail. Vous arrivez à dormir la nuit pour imaginer des trucs comme ça? Ce qui nous empêche des fois de dormir, c'est par exemple quand on choisit de mettre des petites billes noires sur un fond blanc bombé. Parce que dès qu'elle se déplace à la chauffe, on voit le trait de noir. La bille noire qui va me faire la trace, qui va tomber, le mec il dort pas de la nuit, il est comme ça. On monte crescendo dans les techniques. Plus ça va, plus il y a du mystérieux. On est dans le secret le plus absolu. Je vous signale quand même que c'est la première fois qu'un film est fait ici par des gens qui ne sont pas de la maison Cartier dans la maison des métiers d'art. Donc c'est un insigne honneur. Je vous emmène tout de suite voir la grisaille. Alors là, attention, parce qu'on est dans des teintes du blanc au bleu profond, avec des dessins absolument sublimes. Je vais donc rappeler le Monsieur X du début, puisque c'est sa spécialité. Et je vais dire bonjour à tous les abonnés de Limoges. Pourquoi? Parce que la grisaille, ça se fait avec du blanc de Limoges. On part d'une plaque d'émail noire. On va appliquer le blanc de Limoges avec un pinceau extrêmement fin. C'est les fameux pinceaux à un poil ou deux? Et exactement. Quand on met le blanc de Limoges la première fois, on a un fond qui est tellement noir, le blanc il n'a pas assez de contraste, donc il sort un peu gris. On va faire une première cuisson, et donc le blanc il va pénétrer dans l'émail, et ensuite on va réappliquer une nouvelle couche de blanc de Limoges pour venir rendre plus blanc. La difficulté, c'est que tu dois réappliquer exactement là où tu as appliqué la fois d'avant. Ah oui, parce que le blanc va se superposer. Exactement. Pour gagner de plus en plus d'opacité. Et exactement. On a 6, 7, 8 cuissons différentes, applications différentes, au même endroit. Donc là, quand tu vois les poils du tigre qui sont très blancs à un endroit, ça veut dire qu'on a appliqué 8 fois exactement au même endroit le blanc de Limoges. Vous imaginez le temps qu'il faut. Et là, on voit que le bestiaire, ce n'est pas que la panthère, puisque là, on a un tigre. Et juste à côté, on a un cheval. Je le rappelle, le cheval étant l'animal le plus rapporteur, puisque cheval dira ma mère. Celle-là, elle est pour moi. C'est une petite. Et là, regardez le tigre monté dans le boîtier. Et là, je peux pas dire de bêtises, il n'y a pas de diamant. Il y a quand même une pierre qui est sertie. Le saphir sur le cabochon, une des signatures Cartier, mais je ne vois pas de signature secrète, c'est normal, il n'y a pas de chiffre romain. On passe maintenant sur une autre spécialité de la maison Cartier, c'est l'indication de l'heure mystérieuse. Les pendules mystérieuses, c'est vraiment un emblème de la maison Cartier, avec les verres saphirs qui font bouger les aiguilles. On le retrouve aussi sur certaines montres. Et là, on va avoir une montre qui agrège, qui mélange, qui marie, qui associe un métier d'art avec ce fameux heure mystérieuse. Là, ils ont fait de la grisaille à l'or. Donc ça veut dire qu'ils ont pris une technique
Et ils ont dit, nous, on va la rendre encore plus précieuse. Et en plus, ils ont mis dans la montre un affichage d'heure mystérieuse qui subjugue toujours. Donc c'est vrai que sur cette montre, il y a deux mystères. D'une part, le mouvement mystérieux, qui est issu des premiers modèles de pendules du début du XXe siècle. Et puis d'un autre côté, on avait vu qu'il y avait des objets religieux qui étaient faits à la grisaille avec de l'or. Bon, on a essayé de faire, mais on n'a pas réussi. Vous avez tâtonné longtemps? Ouais. Donc on s'est rapproché de l'abbaye de Ligugé. Et il y a encore des moines qui font de la grisaille à l'or? Et c'était les seuls qui restent. Et donc en fait, ils étaient vraiment contents qu'on puisse préserver ce savoir-faire. Une des missions de la Maison des Métiers d'Art, c'est de préserver les savoir-faire. Ils nous ont partagé l'astuce ancestrale, qu'on ne vous partagera pas. Évidemment, mais t'inquiète pas, j'irai voir les moines. Et qui permet de faire en sorte, quand on fait la cuisson de l'émail, que l'or lui-même ne fonde pas, parce que sinon ça ferait une tache et ça enlèverait le côté extrêmement fin qui est appliqué à la grisaille. Et dis donc, j'ai l'impression que par rapport à la grisaille au blanc de Limoges, en plus là, il y a du relief sur la tête. C'est un choix esthétique. C'est un choix esthétique. Pour donner du volume. Oui, mais du coup, ça prend les reflets un peu différemment, ça la fait vivre. Et là, on a encore des petits nuanciers pour voir un peu comment ça va évoluer. Il y a une volonté créative, une volonté esthétique. Et en fait, derrière, on va essayer de faire des essais qui nous permettent de répondre à cette volonté. Est-ce que la température du four a une importance? Est-ce que le temps de cuisson a une importance? Tous les paramètres, ils ont leur importance. Évidemment, la température, le temps, la quantité de matière qui est appliquée et les types d'émaux. Rien n'est laissé au hasard. On arrive sur la crache, qui est un emblème de la maison Cartier. Je rappelle que c'est une montre qui a été créée par un accident de voiture. C'est une personne qui portait une Cartier, qui a eu un accident de voiture et sa montre s'était complètement écrasée dans l'accident. Là, ils ont dit c'est tout bonnement génial, on va lancer une crache de Cartier. Bon, il y en a marre chez Cartier, il n'y a que des icônes. Vous avez remarqué ça? Dire on ne peut pas parler d'une montre sans qu'il y ait une histoire, sans qu'il y ait 1000 choses à raconter. Et après, Hugo, qui est derrière la caméra, évidemment, il me dit t'es trop long, faut couper. Donc cette crache, tu vas nous expliquer comment on émaille ça. Toutes les zones qui sont encore pleines de matière, on va venir les texturer pour avoir le décor sous l'émail. Donc ici, on peut voir les essais de texture, où on a les textures obtenues au fond des poches, et puis on a les essais avec les différentes couleurs, des émaux translucides qui permettent d'avoir le rappel d'un pelage d'alligator sous l'émail. Et puis d'avoir l'effet marin où, quand la mer est peu profonde, on a des couleurs turquoises. Et puis petit à petit, ça devient plus profond, on arrive sur les bleus profonds. C'est fou parce que les plaques d'essai, c'est elles-mêmes des œuvres d'art. Et ça, c'est quoi? C'est émaillé. On a des essais de transition. Et puis, c'est ce qu'on voit aussi également ici. C'est toujours dans l'esprit de l'univers maritime, c'est d'avoir des reflets, un scintillement, comme quand on a le reflet du soleil sur la mer. Et donc là, on a mis une feuille d'argent sous l'émail qui nous permet d'avoir ces effets. Hyper translucide et très vivant parce que ça capture la lumière comme une vague. Et là, ce qui est amusant, je prends les deux pierres qui ont servi, puisqu'on voit là, on a un dégradé qui part du turquoise au bleu outre-mer, au bleu très foncé. Et voilà, et c'est ces deux pierres-là qui ont servi pour faire les pigments qui vont être trempés dans l'eau. Sauf que là, on est à plat et en réalité, sur la crache, on va devoir en plus émailler en 3D. Vous vous donnez des difficultés supplémentaires. Ouais, j'ai l'impression que ça vous amuse un peu, ça. Au service de l'esthétique. Ouais, c'est vraiment exceptionnel. Je ne peux pas finir de discuter de cette crache sans vous emmener voir la personne qui, justement, est en train d'émailler une lunette de Cartier crash. On est arrivé sur le poste de l'émailleuse parce que vous avez remarqué évidemment que c'était des mains féminines et des mains plutôt jeunes. Et c'est ça qui est aussi sympa dans la Maison des Métiers d'Art, c'est cette transmission des savoir-faire. L'émailleuse maintenant qui maîtrise parfaitement les techniques d'émaillage a été formée et elle formera elle-même plus tard des gens pour que se perpétue le métier. Là, dans les petits tubes à essai, vous avez les grains, des sortes de petits morceaux de verre qu'on vient après avec l'eau mélanger ici pour avoir toutes les teintes possibles pour pouvoir reproduire à l'identique du dessin qui est ici. Ensuite, cette pièce passera au four pour que l'émail soit cuit, pour qu'il puisse prendre tout l'éclat et la profondeur nécessaire des couleurs qui ont été choisies, qui, je le rappelle, ne sont pas du tout avec les mêmes teintes qu'il s'agisse d'un fond avec de l'or jaune ou de l'or gris. Encore une nouvelle technique, un nouveau métier d'art, une nouvelle merveille, le filigrane. C'est Y, donc c'est le deuxième, vous allez pouvoir vous repérer, qui va nous faire la démonstration du filigrane. On a raconté l'histoire de la granulation. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que sur les objets des Étrusques, il y avait souvent aussi des fils tressés et des motifs. Du coup, on a cherché et on est tombé sur cette technique qui s'appelle le filigrane. Et en fait, le filigrane, c'est l'art de tisser un fil. Un fil d'or. Exactement, encore un fil d'or, de toute manière possible et imaginable. C'est d'une finesse extrême, hein? Oui, c'est très très petit. Et en fait, on le tresse à l'endroit, à l'envers, et après on y donne une forme. On crée ces petites trames. Tu dis tu le tresses, mais
je dirais presque, on le tisse. Oui, on Parce le que- torsade, ça se rapproche un peu de la dentelle. Nos créatifs, ils ont choisi une forme parmi les divers essais et on a créé cette double cédille qui a créé ce motif dans une panthère squelettée en volume. Plus un sertissage qui vient en plus par-dessus. Exactement. Et petite particularité, mais sur les fils d'or, on est venu faire des petites boules à la main. L'or jaune, c'est du 21 carats parce que le 18 carats, c'est pas assez malléable. Donc pour avoir cette finesse, on est en or jaune 21 carats et en platine. Et là, il y a un sertissage aussi. Exactement. Mais le sertissage, il n'est pas uniforme. Vous avez serti les corps des panthères sur la partie sous le Exactement. remontoir pour faire un prolongement du corps. Exactement. Et maintenant, nous allons finir avec une technique de métier d'art qui est exceptionnelle, c'est celle du marketing. Marqueterie. Ils ont mis longtemps. Hein. Évidemment, c'est de la marqueterie. On va travailler la feuille de bois aussi épaisse qu'une feuille de papier. C'est X, Y ou Z qui m'explique? C'est grec. C'est Y, voilà. Alors là, ça va vous paraître plus simple à comprendre, plus facile aussi, puisque la marqueterie, on le sait, ça existe sur les meubles, ça existe sur les tables où on met des jeux d'échecs, tout ça c'est de la marqueterie. Mais sur une montre, c'est pas tout à fait pareil, parce que vous imaginez l'épaisseur d'un cadran sur lequel on va venir poser différentes feuilles de bois, on peut dire. Oui. Hein? Comme tu peux voir là, c'est du plaquage. C'est très très fin, différentes essences. Et on va venir sélectionner, découper les pièces. Là, le produit qu'on a là, il y a 180 petits éléments. 180 petits bouts de bois. Voilà, c'est comme un petit puzzle qu'on va mettre bord à bord, qu'on va venir coller. Et on va sélectionner exactement l'endroit où on veut. Tu vois le veinage, si on le veut dans tel et tel sens, si on veut prendre un aspect. Et en fait, on utilise ces essences-là, pour créer du relief. Mais alors, tous ces micro bouts de bois sont découpés comment? À la main, soit avec une scie ou au scalpel. Les moustaches qui sont très très fines, on est venu les découper pour les insérer. Les mecs, ils découpent des bouts de bois pour faire des moustaches. Je crois que quand c'est très très fin, ils découpent entre deux plaquages pour que justement ils aient plus d'épaisseur de telle façon à ce que la vibration ne vienne pas faire des petits éclats. On prend plusieurs épaisseurs et on découpe pour avoir une coupe parfaite. C'est ça aussi? Exactement. Oh. Touche la bille, le mec. Bravo. Il a dit quoi, X? Il dit quoi, Y, là? Tiens, Z, il a disparu déjà. Il a dit, OK, plus besoin de lui. Et j'ose pas le toucher tellement c'est précieux. On a utilisé différentes essences. Et tu vois, par exemple, sur le museau de la panthère, on a utilisé un endroit du bois pour avoir ce volume. Et pour encore créer ces effets de volume, on vient, en brûlant le bois dans du sable, Ah, ça, je vais aller voir, oui. on vient donner des effets et des contrastes pour créer des dégradés, pour créer ces volumes. Il n'y a pas un seul coup de pinceau, parce qu'on pourrait croire que c'est dessiné. Non, rien. Ce n'est que du bois. Regardez la finesse, hein. T'as qu'une couche, mais t'as 180 pièces. Donc t'as la couche de bois qui est collée sur une plaque en or. C'est épais comme 8 feuilles de papier. Formidable. Formidable. On y va? Alors voilà, c'est ça la petite bandelette de bois que l'on va mettre dans le sable qui vient de Fontainebleau. Donc je vais donner ça au marketeur et qui va nous montrer comment, de cette couleur extrêmement blanche, on va atteindre plusieurs nuances de marron. Vas-y, montre-nous. Pour faire un dégradé. Et Plus on pourquoi descend en bas, plus c'est chaud. Ben disons, ça va vite, hein. Donc là, on commence déjà à avoir une teinte. On peut le foncer plus ou moins encore. Pourquoi le sable vient de Fontainebleau? Alors c'est le sable des marketeurs, ça a toujours été ainsi, depuis le roi Louis XIV. Et si tu le laisses le... Après, il va brûler. Vous remarquerez quand même le souci du détail avec le double C de quartier entrelacé. Je peux l'enlever? Ah oui, oui. Voilà, regardez. Alors là, vous voyez, on a un dégradé de couleur. Comme il était enfoncé, pas évidemment à la même profondeur, et ben là, on est très foncé, un peu moins foncé, etc., etc., etc. Et toi, après, tu découpes ça, Je trempe mes pièces découpées dans le sable. et si tu te trompes, tu es obligé de refaire. Exactement. Alors maintenant, on va vous montrer comment on découpe. Hein. Donc voilà les fameuses plaques qui sont découpées avec cette scie verticale. Qu'est-ce qui a fabriqué cette scie? C'est moi avec un ami. Donc tu t'es fait ton outil sur mesure en fait. Voilà. La plaque de bois qui va être découpée est pincée entre deux. Et là, il y a le dessin que tu vas découper. Voilà. Ça, c'est sur la même essence. Une loupe de frêne. J'ai 6 pièces sur cette essence de bois découpée. Vous voyez mon doigt, vous voyez la petitesse des pièces à découper. C'est juste incroyable. Et donc ça fonctionne comment? Donc, ça fonctionne avec le pied. On doit bien tenir le paquet. Et ensuite, Ah, c'est avec le pied que c'est tu avec fais le bouger. pied que je fais le mouvement de scie. Eh bien, on peut dire qu'en tout cas, le marketeur, il fait des économies d'énergie et par les temps qui courent, l'huile de coude, et là en l'occurrence l'huile de pied, eh ben ça marche à l'ancienne. Bravo, félicitations. Merci. Alors là, c'était pas prévu. Comme ils ont regardé mes émissions, ils ont dit évidemment, on va te faire une cerise sur le gâteau. Ne croyez pas que chez Cartier, on travaille du chapeau, mais là, il y a une technique qui s'appelle la feuille de paille, je crois.
En fait, d'après toi, pourquoi on a amené Un chapeau de un paille. chapeau? D'ailleurs, c'est quoi comme chapeau, d'après toi? Et c'est un Panama. Mais les Panama, ça vient pas de Panama. Les Panama, ça vient d'Équateur. En fait, la légende du chapeau de Panama, c'est parce que les Équatoriens avaient fourni des chapeaux pour les personnes qui creusaient le canal de Panama. Et le président Roosevelt, quand il est venu visiter le chantier, est reparti avec un chapeau qu'il a appelé un chapeau de Panama, alors que ça vient d'Équateur. Il faut venir dans la maison des métiers d'art de Cartier pour prendre un cours magistral sur l'origine du chapeau de Panama. Celui-là, alors là, celui-là, voilà. C'est un chapeau d'Équateur. C'est un chapeau qui est tissé de manière extrêmement fine. Ce qui fait la qualité du chapeau équatorien, c'est la finesse du tissage. Et là, tu D'accord? vas me sortir une montre avec une finesse de tissage. Voilà. C'est un métier qu'on n'a pas nous, mais on a voulu rendre hommage à ce métier et à la personne qui a apporté aussi beaucoup à la maison Cartier, qui est Alberto Santos Dumont. Et c'est vrai qu'Alberto Santos Dumont, très souvent, il a un Panama. C'est le chapeau de Santos Dumont. Voilà. Santos Dumont, qui, je le rappelle, se déplaçait dans Paris avec un mini dirigeable personnel. Hein? Rappelez-vous, je vous mets l'affiche pour ceux qui ne l'ont pas vu. Alors qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu faire une montre où le bracelet, il est fait en Panama. Quand on a un Panama, les personnes qui le tissent, elles ont l'habitude de le tisser en rond. Et nous, sur le bracelet, on veut le tisser droit. C'est pour ça qu'on a ce chapeau qui n'est pas fini. L'artisan que monsieur Y est allé voir spécialement en Équateur, il lui a demandé de tisser son bracelet de manière droite. Ça, c'est une vraie cerise sur le gâteau. D'abord parce que la Santos, il faut le savoir, c'est une icône de chez Cartier, et c'est surtout une des montres qui, en ce moment, a une cote terrible. En montre neuve, en montre de seconde main, aux enchères. Et Santos Dumont, c'était l'ami de Louis Cartier, et ses histoires d'amitié sont absolument sublimes. La première montre bracelet a été faite pour Santos Dumont, pour qu'il puisse, dans son aéronef, voir l'heure quand il voulait. C'est amusant de voir que, aussi bien l'histoire de l'aviation est intimement mêlée à l'histoire de la maison Cartier, parce que Louis Cartier avait juste son poteau, Santos Dumont, avec qui il faisait les 400 coups. Et on a évidemment la petite spinelle, on a un rubis Sur nos pièces en platine, on a pour habitude de sertir un cabochon en rubis. avec une signature secrète, soit dans le 7, soit dans le 10. Et ici, elle est dans le 10. À vous, je t'épate là. Fallait bien que je l'épate pour la fin de l'émission. Une émission sur les métiers d'art, vous l'aurez compris, c'est une tradition horlogère, les métiers d'art. Ça se perpétue. Et puis, il y a même des métiers ici que vous verrez dans une prochaine émission, comme par exemple le bleuissement des aiguilles, le chevage des verres, puisqu'il y a des verres minéraux qui sont encore chauffés à la main pour prendre des formes tout à fait spéciales, comme dans la crache par exemple. Et là, il n'y a que 3 personnes au monde qui savent le faire, et ces 3 personnes, elles sont ici, à la Manufacture Cartier. On vous montrera ça aussi une autre fois. La seule chose que je peux vous dire, c'est que toutes ces montres de métiers d'art, comme d'ailleurs celles avec le bracelet en Panama, quand elles sont arrêtées, elles vous donneront l'heure exacte 2 fois par jour.